La première fois que j'ai entendu parler de Gigi Meroni, c'était il y a presque 10 ans, puisque c'était en 2015, année où j'ai eu la chance d'interviewer Nestor Combin. Nestor Combin qui était alors son coéquipier au Torino et qui m'a parlé au cours de cet entretien de cet homme. Et ça m'a donné envie depuis de réaliser une vidéo sur ce personnage avant-gardiste qui était vraiment en avance sur son temps, que ce soit en termes de mode, de façon de fonctionner dans la vie à l'époque. Et donc voilà, c'est parti pour ce destin exceptionnel, ce destin tragique qu'a connu Gigi Meroni. Je vais vous raconter ça en détail maintenant. C'est parti. Dans les années 1960, dire qu'on était footballeur, cela signifiait qu'on finirait célibataire. Il fallait appartenir à un groupe de rock ou de pop music pour ne pas rentrer seul le soir. Il a fallu attendre Georges Best pour que les filles s'aperçoivent que les footballeurs n'étaient pas des demeurés. En Italie, le rôle du beau gosse, tombeur de ces dames, fut tenu par Luigi Meroni. Personne ne le surnommait Gigi l'Amoroso, d'après la célèbre chanson de Dalida qui a été créée en 1974, 7 ans après la mort du joueur. À l'époque du Tché, tous les jeunes qui voulaient se faire une tête de rebelle se laissaient pousser les cheveux et la barbe. Ce fut le cas d'Afonsino, Socrates, Best et Meroni di Gigi, né le 24 février 1943 à Comme. La presse italienne se méfiait du joueur qui se confectionna le visage du révolutionnaire marxiste. L'Italien n'est jamais allé jusqu'à la tignasse sur les épaules, mais il a porté une barbe qui lui mangeait tout le visage. Au début des années 1960, le sélectionneur de la Squadra Azzurra lui demanda de se raser. Meroni se fit alors un visage à la Sandro Mazzola avec une fine moustache, comme celle de Zorro. Sa vie est attachée au chiffre 6. 6 comme 1960, 6 comme ses 6 sélections avec l'Italie, et 6 comme les 60 mètres carrés de la cour dans laquelle il a appris à jouer au football quand il était enfant. Dans l'ésotérisme et la religion, 666 est le nombre de la bête, de Satan. Certains ont un chien, lui avait un ballon pour copain. Il jouait des heures entières à frapper contre le mur pour apprendre à contrôler la balle. Cette activité faisait oublier à l'orphelin que son père ne jouerait jamais avec lui au 1 contre 1. Savoir qu'il n'était pas fils unique ne le consolait pas. Son toucher de balle fut remarqué et il prit sa première licence dans le club de sa ville natale, Comme. Il lui resta fidèle jusqu'à ses débuts professionnels en 1960. Dès 1962, il est transféré dans le club de Genoa où il évolue à l'aile droite. Meroni ne prend vraiment son envol qu'en 1964 dans les rangs du Torino entraîné par Nereo Rocco, l'homme de fer du calcio. Ce manager d'exception s'illustra dès 1962 en gagnant le Scudetto à l'AC Milan qui, en rapportant la Coupe d'Europe des clubs champions 1963, est devenue la première équipe italienne à soulever ce trophée. Meroni était plus que fier de plaire à l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, un technicien qui imposa le catenaccio à Padoue 1953-1961, sans pour autant replier les ailes de ses attaquants. Au Torino, Meroni forme un redoutable duo d'attaquants avec le franco-argentin Nestor Combin, l'ancien lyonnais surnommé la Foudre quand il jouait avec Fleury Ginalo. Meroni avait pour diminutif le papillon pour illustrer la vélocité de ses déplacements. Hors du stade, il était épié par les médias qui cherchaient à le coincer avec une belle fille. La denrée des rebelles est très recherchée par la faune des reporters, et Meroni ne se privait pas d'alimenter les chroniques des Échos depuis que lui et un ami s'étaient promenés avec une poule en laisse. Le footballeur ne savait pas qu'au XIXe siècle, le poète Gérard de Nerval errait dans les jardins du Palais Royal avec un homard au bout d'un ruban bleu. Cependant, Meroni adorait la littérature et avait une grande passion pour la Beat Generation, dévorant les livres de Kerouac qui avait voulu devenir joueur de baseball professionnel. L'auteur de Sur la route retenait toute son attention. Signe prémonitoire ?
Incarnant la liberté, sortant avec des femmes, mariées ou pas, Meroni bouffait la vie comme il mordait dans le ballon. Si on lui demandait s'il comptait s'assagir, il répondait du tac au tac. Ce n'est pas prévu. Je n'ai pas envie de respecter le schéma traditionnel imposé par la société. Sur le flanc de l'attaque, il adorait permuter d'une aile à l'autre, quitte à faire double emploi et à se faire enguirlander par Nereo Rocco. Il était la coqueluche des jeunes fans du club qui idolâtraient l'ailier, qui écoutaient à fond les disques des Beatles, des Animals et des Small Faces. Sa participation à la Coupe du Monde 1966 n'est pas appréciée par les tifosi autres que ceux du Torino. Du coup, on le laisse sur le banc la plupart du temps, ce qui lui évite de participer à la dégradante défaite de l'Italie, battue 1-0 par la Corée du Nord en huitième de finale. Ce résultat provoque le retour précipité en Italie d'un groupe en perdition, malgré les présences d'Albertozzi, Facchetti, Mazzola et Rivera. Déçu de ne pas avoir été considéré comme un titulaire, Meroni préfère faire la fiesta entre copains. Il évite les journalistes de la presse conservatrice qui lui trouvent une tête de gitan. À 23 ans, sa carrière attend un second souffle. L'amateur de peinture moderne sent que la femme mariée qu'il aime ne pourra pas le rejoindre de sitôt. Il vit alors une vie débridée de garçon sans ancrage. Le 15 octobre 1967, après une victoire du Torino à Gênes contre la Sampdoria 2-4, il éprouve encore trop l'emprise du match pour aller se coucher. Après avoir trinqué avec son coéquipier Fabrizio Polecci, les deux amis se retrouvent sur la chaussée sans s'abriter de la pluie. Une voiture Fiat 124 coupé arrive à vive allure et fauche Meroni qui est ensuite traîné sur plusieurs mètres par un scooter. Le chauffard de la Fiat 124 était un fan du Torino qui deviendra président du club. Sur la route était l'un des livres fétiches de Meroni. Des jeteurs de mauvais sons ont remarqué que, lors de la catastrophe aérienne du 4 mai 1949 de Superga, dans laquelle 18 joueurs du Torino sont morts, le commandant de bord de l'avion s'appelait Pierluigi Meroni. C'était écrit. Donc la tragédie de Gigi Meroni est terminée et j'aimerais conclure cette vidéo sur les mots que m'avait donné justement Nestor Combin pour montrer que finalement la tragédie n'était pas terminée comme ça. Donc une semaine environ après le décès de Gigi Meroni, rencontre opposant le Torino à la Juventus, les deux clubs de Turin, donc avec déjà une grosse rivalité. Et il faut savoir que quand Nestor Combin est allé se recueillir sur la dépouille de son ami Gigi Meroni, il lui a fait la promesse de marquer 3 buts, de réaliser un hat-trick donc pour ce match, pour ce derby face à la Juve. Chose qu'un grand buteur qui est Nestor la foudra. Nestor réalisa ça, donc il marqua 3 buts, il réalisa un des matchs les plus accomplis de sa carrière de footballeur et le Torino s'imposa 4-0 ce jour-là face à la Juventus. Preuve que la bêtise humaine était déjà en cours à l'époque et que cette rivalité était déjà importante entre les clubs de la Juve et du Torino. Quelques abrutis n'ont rien trouvé de mieux que d'aller, après le match, saccager la tombe de Gigi Meroni. Voilà, donc on terminera par cette note bien triste. Mais Gigi Meroni était un joueur qui avait marqué l'histoire du football italien, du Torino, et international italien également avec la Squadra Azzurra. Et il nous a donc quitté à l'âge de 24 ans. Et il est encore dans les mémoires de beaucoup de supporters du Torino, y compris des anciens coéquipiers glorieux donc tels que Nestor Combin. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles histoires.